avec ses monuments, parcs, ponts et bâtiments anciens, Salaberry de Valleyfield regorge d'événements insoupçonnés. Chaque fois qu'on passe devant l'un d'entre eux, on ne peut qu'imaginer l'histoire qu'il pourrait nous raconter. Quelle en est l'année de construction? Qui y a vécu? Que s'y est-il passé? Aujourd'hui, on a pensé vous dévoiler la trame historique de l'un d'entre eux. Au cours de ses 150 ans d'existence, Salaberry de Valleyfield a accueilli avec fierté plusieurs personnalités, marquantes pour les unes et définitivement étonnantes pour les autres. Quels que soient les motifs ayant guidé leur présence en la Venise du Québec, ces dernières nous ont laissé des souvenirs impérissables. Qui croirait qu'un membre de la famille d'un président américain en fonction a déjà rendu visite à Salaberry de Valleyfield? C'est pourtant ce que nous révèle l'édition du 9 août 1883 du journal Le Progrès. L'histoire avait d'ailleurs un cachet plutôt particulier. Lundi, le 6 août 1883, le jeune Chester A. Archer II, alors âgé de 19 ans, fils du 21e président des États-Unis alors en fonction, Chester A. Archer Sr., est de passage à Salaberry de Valleyfield. Accompagné de deux notables de Montréal, messieurs C.P. Davidson et Arthur Boyer, le trio dîne à l'hôtel Le Roc avant d'aller visiter les manufactures et de rejoindre les bateaux de ligne au coteau pour descendre les rapides. Fait intéressant, le père du jeune Arthur, alors qu'il était vice-président, a accédé en septembre 1881 à la présidence des États-Unis à la suite de l'assassinat de son prédécesseur, le président James A. Garfield, dont le mandat n'aurait été que de 200 jours. Six ans après la venue de ce fils présidentiel, en août 1889, le marché de Valleyfield accueillait cette fois, dans le cadre d'un événement officiel, un illustre personnage. Permettez-nous d'affirmer qu'à cette occasion, personne n'avait sûrement envie d'en découdre en sa présence. Voici la petite histoire, ou devrait-on plutôt dire, l'imposante histoire de cette visite. L'homme fort du Canada et du Québec, Louis Cyr, surnommé le Samson canadien, s'est donné en spectacle lundi le 26 août 1889 à la salle du marché de Valleyfield. Le Progrès de l'époque rapporte que cette force de la nature, alors âgée de 25 ans, a notamment soulevé sur son dos un poids de 4184 livres et levé au bout du bras un dumbbell pesant 245 livres. Dans l'article du Progrès du 22 août annonçant sa venue, on mentionne que M. Cyr donnera 500 $ à quiconque réalisera un de ses tours de force et que dans les entr'actes, Mme Cyr chantera, accompagnée d'un orchestre. Fait à noter, il se peut que Louis Cyr nous ait rendu visite pour un spectacle plus de 3 ans auparavant, alors que l'édition du 11 février 1886 du Progrès annonçait pour le 17 février suivant la venue de l'homme fort à Salaberry de Valleyfield. Mais aucun article n'a par la suite fait part du résultat de sa venue. Le spectacle aurait-il été alors annulé? En bientôt 150 ans d'histoire, Salaberry de Valleyfield a été honoré au fil des ans de la visite de nombreux politiciens. Mais l'un d'entre eux se sera particulièrement épris pour notre ville, au point même que lors de certaines d'entre elles, la scène politique québécoise et canadienne se sont donné rendez-vous chez nous.
En consultant le journal Le Progrès, on apprend que Wilfrid Laurier a effectué 5 visites officielles à Salaberry-de-Valleyfield en 20 ans, soit entre 1891 et 1911. 4 de ces 5 visites se sont effectuées dans le cadre d'une campagne électorale fédérale, en l'occurrence 1891, 1896, 1904 et 1911. 2 fois, il est venu à titre de chef libéral de l'opposition, soit en 1891 et 1896. Et les 3 autres fois le furent à titre de premier ministre du Canada. Selon les années, le journal rapporte que de 4 000 à 10 000 personnes sont présentes pour l'acclamer. M. Laurier est de passage pour venir appuyer les candidats libéraux du comté, dont l'ex-maire de Salaberry-de-Valleyfield, George M. Loy, à l'élection de 1904. Fait à noter, lors de sa visite en 1905, le premier ministre Laurier ira au collège de Valleyfield, puis visitera par ailleurs le nouveau bureau de poste au 263 de la rue Victoria. Le samedi 26 août 1911, Salaberry-de-Valleyfield le reçoit à nouveau. Sur cette photo, dans la Victoria, de gauche à droite, messieurs Rodolphe Lemieux, ministre des Postes, Ovid Stigui, maire de Salaberry-de-Valleyfield, Sidney Archer Fisher, ministre de l'Agriculture, et bien sûr Wilfrid Laurier, premier ministre du Canada. On ne saurait traiter d'un siècle et demi d'histoire de Salaberry-de-Valleyfield sans faire référence aux régates de Valleyfield. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, cet événement motonautique bénéficie alors subitement d'un rayonnement international insoupçonné grâce à la visite d'un haut dignitaire. Les 8 et 9 mars 1947, Salaberry-de-Valleyfield accueille le comte Max de Pulaski, fondateur du club motonautique de la Côte d'Azur à Cannes, en France. Le comte répond alors à l'invitation qui lui avait été adressée le 11 janvier précédent à New York par la délégation du club nautique de Valleyfield, présidée par le Dr Armand Clermont, dans le cadre d'une réunion de l'EPBA ou American Powerboat Association. Lors de son séjour chez nous, le comte visita le samedi 8 mars le club Salaberry et le club de curling avant de prendre part en soirée à un souper au château Salaberry. Le lendemain, il se rend au cénotaphe et à la cathédrale de Valleyfield avant de participer sur l'heure du midi au château Salaberry à un banquet officiel offert en son honneur auquel prennent part une centaine de convives. On retiendra notamment de la visite du comte l'internationalisation des régates de Valleyfield comme reconnaissance de l'événement motonautique à l'étranger et la désignation qu'il fera de Salaberry-de-Valleyfield comme étant la Venise du Québec. Illusionniste, prestidigitateur, mystificateur. Ça vous dit quelque chose? C'est avec l'un de ces prestigieux adeptes de la magie que Salaberry-de-Valleyfield a rendez-vous au milieu du 20e siècle. Qui aurait alors dit que notre invité se donnerait en spectacle 20 ans plus tard avec un célèbre rocker américain? Le vendredi 8 octobre 1954, le célèbre mystificateur James Randi, ou The Amazing Randi, alors âgé de 26 ans, natif de Toronto et réputé à travers l'Amérique, donne un spectacle vers 4 heures de l'après-midi à la prison de Salaberry-de-Valleyfield. L'illusionniste est alors ligoté à une chaise à l'aide de 5 paires de menottes et enfermé sous verrou dans une cellule. Moins de 15 minutes plus tard, on le retrouve à l'extérieur, au volant d'une automobile stationnée et klaxonnant. On révélera plus tard que Randy et son équipe ont voulu faire de cet exploit un coup publicitaire pour son spectacle à venir au Théâtre Royal les 21 et 22 octobre. Les notes biographiques de l'artiste nous apprennent entre autres que lors de la tournée du spectacle Billion Dollar Babies d'Alice Cooper en 1973-74, Randy personnifiait sur scène un dentiste fou et le bourreau du chanteur. En 1976, dans le cadre d'une émission spéciale télévisée canadienne intitulée World of Wizards, Randy s'est libéré d'une camisole de force, étant suspendu au-dessus des chutes Niagara, rien de moins. Beaucoup de personnalités nous ont honorés de leur présence. Cependant, la ville de Salaberry-de-Valleyfield aura droit à ce que plusieurs qualifieront assurément de plus importantes visites, quoique plutôt brèves, d'une personnalité internationale à ne s'être jamais produite
en territoire Campy-Valencien. Vous avez bel et bien dit la reine a célébré Valleyfield? Vous avez bien entendu. Son Altesse royale Élisabeth II et son mari, le prince Philippe, duc d'Édimbourg, seront en effet de passage chez nous le vendredi 26 juin 1959 en soirée, au terme des célébrations d'inauguration de la voie maritime du Saint-Laurent, plus tôt dans la journée. Après les cérémonies d'usage à Saint-Lambert et aux écluses à Bois-Noir, en compagnie du président américain Dwight D. Eisenhower et du premier ministre canadien John D. Baker et de leurs épouses, le yacht royal Britannia ira s'ancrer à Côte-aux-Landing. De là, vers 8h55 p.m., le couple royal s'embarque à bord de leur canot automobile et s'engouffre vers 21h08 dans la baie Saint-François, illuminé de centaines de flambeaux et en présence d'une foule évaluée à 30 000 personnes. La reine, éclairée d'un projecteur, entend en passant près du paquebot face sauvé le God Save the Queen et le Haut-Canada, entonné par l'Union musicale de Valleyfield. Après son passage devant la tribune officielle à la pointe Nicholson, le cruiser quitta ensuite par le centre de la baie vers 9h30 p.m. sans s'approcher de la rive nord. 30 minutes royales venaient ainsi d'être vécues sur les eaux de la baie Saint-François. Comme nous avons pu le constater, nous avons été visités par voie terrestre ou navigable. Les personnages exceptionnels qui l'ont fait ont nourri nos esprits de souvenirs inaltérables. Depuis quelques années maintenant, les équipements de captation visuelle, caméras haute résolution, drones, etc., sont employés par d'autres visiteurs utilisant cette fois-ci la voie aérienne. Ils nous lèguent de nouvelles perspectives en la matière de préserver et d'enrichir notre prospérité. Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.